Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, chargée de projets éditoriaux indépendantes et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous partager leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous offrir quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Jacques Faré. Bonjour Jean-Jacques. Et bonjour Marine, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous, c'est chouette de faire ça. Je suis ravie qu'on puisse prendre le temps de se parler aujourd'hui. Tu as une carrière très riche, tu as été directeur artistique chez Libération, Télérama, Amnesty International, Flammarion, Le Point. Et en 2020, tu as lancé Like, L-I-K-E, qui est une revue trimestrielle qui est dédiée aux photojournalistes et aux photographes en général. Et pour cette publication, tu as à la fois le rédacteur en chef, le directeur artistique et le maquettiste. On va avoir plein de sujets sur la presse en particulier qu'on va pouvoir aborder ensemble. Pour commencer cette discussion, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel contexte familial tu as pu grandir? Est-ce qu'il y avait des personnes dans ta famille qui étaient proches des images, de la culture? Alors, je vais faire pleurer dans les chaumières parce que moi, je viens d'une banlieue grenobloise qui était très compliquée en HLM avec des parents immigrés espagnols qui essayaient de faire leur vie dans un environnement, je dirais, très ouvrier, très prolétaire. J'ai eu je dirais, moi, les parcours, c'est aussi d'être né sous une bonne étoile. Je dirais, j'ai été bien élevé, et puis surtout, j'ai eu la chance de très tôt, dès le collège, de pouvoir croiser des profs qui étaient extrêmement impliqués. C'est-à-dire, ils étaient à la fois profs de français, de maths, d'histoire géo, à la fois militants, beaucoup de profs militants qui essayaient de vraiment de ne pas faire cours pour les trois premiers rangs, mais de s'occuper de nous. Moi, je me souviens d'une prof de français qui habitait en HLM avec nous et qui nous redonnait des cours particuliers. Mais des cours particuliers que je la croisais dans l'ascenseur, c'était ma prof de français, Madame Amblard. Elle me disait ah bah monte au 8e, on va reprendre le truc. Et de cette finalement de cette chose-là, il en est resté quelque chose. Et puis alors j'ajoute à ça aussi, je repensais à ça il y a quelques jours, parce que dans les entretiens que je mène, les photographes font toujours référence à un moment où ils ont croisé la presse, où ils ont croisé des journaux, où ils ont croisé des photographes, qui en général restent un moment clé de leur enfance. Je repensais à ça, et nous avions un voisin qui était postier, et qui était postier. Il était au tri de nuit, et il ramenait dans l'immeuble les journaux qui s'étaient perdus. Et donc je me souviens, c'était gratuit, donc je lisais peut-être à 11 ou 12 ans, je lisais aussi bien Le Canard enchaîné que Paris Match, que Le Figaro. Il y avait tout d'un coup une lecture possible, simple, et qui me plaisait, et qui finalement a constitué un intérêt pour la presse. Comment c'était fait, Qu'est-ce qui te plaisait du coup dans cette découverte? La lecture, les mots, et puis l'ouverture au monde, la curiosité de pouvoir comprendre, peut-être pas de comprendre, mais du moins d'être informé, et de pouvoir lire en quelques pages un reportage en Inde, des choses sur la politique, des choses que je ne comprenais pas a priori, mais qui m'intéressaient. Et je me souviens bien, ça m'amuse. Et quelquefois, je découpais les photos, je découpais les colonnes et je refaisais des pages. Mais je ne savais pas que c'était un métier. Mais je le faisais parce que ça me plaisait. Ça me plaisait de recomposer des choses ou de les mélanger, comme en même temps, moi je suis vraiment un enfant des années 60 et 70, on s'ennuyait beaucoup. Il y avait pas de télé, il y avait Zorro à la télé une fois par semaine, et puis le reste du temps on s'ennuyait. Et donc de cet ennui, on pouvait finalement s'occuper, faire des choses, qui faisaient passer le temps. Et la lecture, en particulier de la presse, m'a
je dirais, m'a formé, a formé au moins une connaissance générale, pas une culture générale, des connaissances. Et quelle est la formation que tu as pu faire Eh ben, là aussi, c'est une affaire je dirais, de chance et de rencontre. Moi, je prends des cours de dessin quand je suis au lycée. Il y a un labo photo, alors ça m'intéresse. J'apprends les rudiments parce que voilà, on m'a offert pour ma communion solennelle un petit appareil photo. Donc, bah, j'apprends les rudiments du labo. Et puis, je dessine aussi. Un jour, un camarade de classe me dit qu'il va passer le concours des Beaux-Arts et m'incite à le faire avec lui. Mais moi, je ne sais même pas que les Beaux-Arts, je ne sais pas que ça existe. Et quand je dis à mes parents que je vais passer le concours des Beaux-Arts, mon père pense que c'est un concours de dessin industriel. Alors, comme il travaille en usine, c'est super. Tu vas être une blouse blanche. Alors, j'ai jamais osé lui dire que c'est finalement que voulait pas le décevoir. Donc, je dis ben oui, ça doit être ça. Et miraculeusement, avec un dossier très faible, je réussis le concours. Voilà, donc je réussis le concours et là, je me retrouve projeté. Alors, d'une part. Je quitte Grenoble pour partir à Saint-Étienne. Je découvre une ville absolument incroyable que j'adore tout de suite. Il y a plus de bars que d'épiceries. Enfin bon, c'est pas une ville, d'étudiants. C'est une ville, je dirais à la fois, c'est un bassin prolétaire et c'est à la fois aussi qui côtoie des familles richissimes. Donc il y a un mélange qui vous saute aux yeux quand vous arrivez à Saint-Étienne. Et puis moi je me retrouve un petit peu aux Beaux-Arts. Il faut que je puisse gagner ma vie et j'écris et j'écris au rédacteur en chef du Progrès de Saint-Étienne une lettre bourrée de fautes d'orthographe vraisemblablement et je lui dis que j'aimerais éventuellement pouvoir accompagner les photographes parce que dans ce que l'on a à faire aux Beaux-Arts, il y a je veux partir de photos je dirais populaires, vernaculaires et puis les redessiner. Donc j'ai besoin de faire mes photos moi-même. Et le rédacteur en chef m'envoie un petit mot par coursier, je savais pas que ça existait un coursier, avec une petite carte de suite qui dit passez me voir demain à 11h. Alors je me présente. Alors un bon début. Oui, et surtout c'est le moment encore où la presse quotidienne régionale est vraiment forte. Elle a une économie extrêmement puissante. Je me souviens d'être rentré dans les locaux historiques à Saint-Étienne, dans le centre de la ville. Après ça a déménagé, et puis c'est devenu autre chose, mais où il y avait un liftier dans l'ascenseur. Donc c'est rigolo. Et puis le type me dit un truc, il me reçoit, il n'a pas bien compris ce que je demande en fait, mais ça l'intrigue et il me dit une chose, il me dit mais des gens de votre âge, personne ne nous écrit jamais. Alors je vous reçois parce que je voudrais savoir pourquoi vous m'écrivez. Alors je dis voilà, je cherche un peu du boulot et tout ça. Et il me dit ah mais au labo photo ils cherchent des remplaçants. Et puis il appelle le chef du service photo, un type que j'ai adoré, qui s'appelait Charlie Minassian, qui était d'origine arménienne, très grand, très sec, avec une petite moustache très sévère comme ça, et qui me dit oh je sais pas si vous allez faire l'affaire, et qui me fait essayer donc, qui me fait passer un essai. Et là, je me retrouve dans un labo photo avec des agrandisseurs formidables, des Durst, c'est une caverne d'Ali Baba, quoi. Et là, il y a deux laborantins qui ont presque 60 ans tous les deux, qui sont dans des blouses en nylon, avec qui sont tous les deux dans la lumière rouge. Et puis je dois tirer une photo pas trop mauvaise. Et puis évidemment, c'est un piège puisque le négatif, l'un est sur X et l'autre est sous X.
Et puis les types me disent prends du 4, ils me conseillent comme ça dans le noir. J'arrive à sortir deux tirages pas terribles, et Mination me dit vous commencez samedi à 14 heures. Alors le samedi c'est bien parce que le service de 14 à 20 heures c'est un service simple, mais ensuite vous ferez le 20 heures 2 heures du matin, c'est un service double. Et le dimanche, vous venez à partir de 9 heures, c'est le service triple. Voilà. Et je me retrouve, en fait, je gagne plus que mon père en travaillant que le week-end. Donc c'est vraiment l'âge de la presse où dire on dépense à tout va, c'est très organisé, très syndiqué, etc. Et mon quotidien, je dirais, évolue tout de suite, plutôt à la hausse. Et je peux prendre un appartement, je suis très confortable. Et puis au fur et à mesure, mais moi j'accompagne les photographes. J'adore les photos. Alors moi je les adore tout de suite. Ils savent tout faire. Ils racontent des histoires tout le temps. À chaque fois qu'ils rentrent de reportage, que ce soit un vernissage, suivre le maire de la ville, faire une manif. En plus, on est dans ce temps à Saint-Étienne où le déclassement social arrive, les grandes usines ferment, les cycles Mercier ferment, Manu France ferme. Donc il y a énormément de mouvements sociaux et puis de désespérance en fait. Et les photographes rentrent à chaque fois, ils racontent un truc, ils disent là les gens sont en colère, il se passait ci, il se passait ça. Je les accompagne, j'adore les accompagner. Et un jour, j'accompagne un photographe qui venait de la Haute-Loire, qui s'appelait Octavie Psier. J'adorais Octavie Psier. Il savait tout faire. Il était grande gueule. Il avait un petit blouson de cuir avec le col relevé. Enfin, c'était à la fois, c'était un grand reporter mais local. Et il en avait les attributs. Je l'accompagne pour faire un entretien, je crois, avec l'adjoint à la culture de Firmini pour Le Corbusier, je sais plus quoi. Et la journaliste n'est pas là. Et Octave me dit, tu vas faire le papier. Alors, je dis, ouais, bon. Et je rentre, alors je fais un papier à la main, en tirant là, comme ça, voilà. Et je lui donne la sténo, qui me dit, c'est pas écrit en français, votre truc. Bon, très bien. Et puis, le truc se publie. Et le lendemain, je vais au labo photo et le rédacteur en chef me chope par le bras et me dit... vous voudriez faire des remplacements de correspondants et là je me retrouve embringué où j'apprends à écrire journalistiquement sans y être préparé, avec des rédacteurs en chef à bretelles et des gros ventres qui boivent du whisky et qui me disent non mais non ça tu peux non pas comme ça. Donc tu refais. Alors ils me biffaient des trucs, ils disaient non là alors tu vois la fin c'est ton début. Donc et j'apprends comme ça. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et à la fois, je suis aux Beaux-Arts, où j'ai une vie aux Beaux-Arts qui est intense, avec un labo photo formidable, avec des profs qui sont géniaux et qui à la fois nous laissent dans une forme de déshérence. Les Beaux-Arts, c'est compliqué pour celui qui vient chercher une technique ou un apprentissage. À l'époque, les Beaux-Arts, le premier trimestre, on vous laisse complètement en déshérence. On vous donne un thème pour le trimestre et démerde-toi avec. Ce qui fait que on rentre à 70, à la fin du premier trimestre, on est plus que 40, et à la fin du cursus, on est plus que 5, quoi. Donc c'est particulier pour ça, mais finalement c'est très formateur parce que ça nous apprend finalement à constituer à mettre en ordre sa volonté d'être là et d'y faire quelque chose, mais sans mode d'emploi. C'est-à-dire, il faut compter que sur soi. Et à partir du moment où on commence je sais pas comment est l'enseignement aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était très formateur parce que il fallait se prendre en charge, avoir quelque chose à dire, le montrer et le défendre.
Donc et puis donc il y avait à côté cette activité et de labo et de pigiste et de fréquentation de ce qu'est un quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un SR, un correcteur, un chef d'édition, un maquettiste, enfin dire et toute cette chaîne là était extrêmement vivante. Et puis le journal local était enfin dire il y avait une forme de puissance quoi. Moi j'arrivais avec mon petit carnet de notes et le maire venait vous voir en disant venez tout de suite. Vous étiez très très bien accueillis. Donc il y avait quelque chose de à la fois de formateur, d'intéressant, et puis aussi de travailler avec des journalistes très aguerris qui connaissaient très très bien la chanson, qui étaient rompus à toutes les techniques, à tous les trucs, à toutes les roublardises, à tous les trucs. Enfin bon, donc et en fait. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce serait vraisemblablement peut-être la voie à suivre, plutôt le journalisme, et Les mots. je suis arrivé à Paris. Et donc du coup, tu es arrivé à Paris en voulant être journaliste de presse? Alors, je viens à Paris en ayant une lettre de recommandation du Progrès à l'AFP. Et je rentre pour quelques semaines à l'AFP où je suis complètement perdu. Ça va très vite, je connais pas Paris, donc j'y reste le temps d'un été. L'AFP, ton rôle, c'était de Alors chercher des infos. Alors oui, j'étais au service, mais je suis pas à ma place. Je m'en rends compte assez vite. Juste en quelques mots, l'AFP, c'était quoi ou un moment où tu étais juste pour les personnes qui ne connaissent pas cette structure. L'agence France Presse, c'est la première agence de presse en France. Hein. Quand on écoute les infos, on a toujours cette source de l'AFP. Donc voilà, c'est une énorme maison qui est vraiment qui est incroyable. Enfin, c'est-à-dire où les journalistes sont très aguerris, vérifient tout. Enfin, c'est-à-dire il y a une chaîne d'information qui est vraiment très très bien faite et qui ne s'est jamais démentie d'ailleurs. Et finalement, je passe au service photo et je vais au labo photo. Et juste pour dire, en fait, c'est vrai que les autres médias sont abonnés à l'AFP. Moi, je sais que j'avais découvert au quotidien de l'Arc, en fait, il y avait beaucoup de sources qui en fait venaient de l'AFP. Donc en fait, l'AFP est aussi la source des autres médias, quoi. L'AFP est en contact direct avec toutes les institutions économiques, politiques, locales, et elles irriguent toutes les rédactions d'informations fiables et sûres. Mais l'AFP aujourd'hui, mais moi je vais au labo photo, enfin je vais au service photo, et là je suis à ma place, donc je fais des remplacements au labo photo. D'abord c'est très bien payé, et puis là je découvre finalement le monde qui finalement sera le mien. Les photographes de l'AFP, Joël, Robin, enfin dire tous ces types qui étaient au taquet, qui étaient formidablement experts, bons, qui surveillaient leur publication dans tous les journaux. Donc je côtoie, j'y reste pas très longtemps, j'y reste quelques semaines, et il se trouve par les hasards de la vie que j'ai croisé Christian Cojol. Enfin, l'histoire, mais je sais pas si vous avez le temps. Si, allons-y. Alors quand je suis au Beaux-Arts, il se trouve que je suis aussi délégué des élèves. Enfin, pas vraiment je suis délégué des élèves, et à ce titre-là, j'ai droit à un budget d'intervenant, ce que j'ignore. Et un jour, le directeur de l'école me croise et me dit ah mais dites donc Faré, vous savez que vous avez un budget, faudrait le dépenser, sinon on n'aura pas de budget l'année prochaine, démerdez-vous.
Et moi, je suis à Saint-Étienne, je connais personne. Un intervenant, il me dit, ouais, faites venir un intervenant sur la photo. J'aimerais créer un département photo aux Beaux-Arts. Il faut amorcer les choses. Faites venir quelqu'un qui soit capable de parler de photos. Et il se trouve que moi, je suis un lecteur de quotidien toujours, et je lis Libération, évidemment, et je suis tombé quelques semaines avant sur un papier qui m'a épaté, qui est un papier sur William Klein signé Christian Cojol. Et je trouve le papier super pertinent. Enfin, moi, ça me plaît. La lecture est, enfin, voilà, c'est un bon papier, quoi. Mm. Et je me dis, bah, je vais appeler ce type. Alors, dans les années 80, appelez Libération. Donc, vous avez un numéro de téléphone, donc ça sonne dans le vide. Mm. Et quand ça décroche, vous entendez ouais. Vous entendez pas Libération, bonjour. Vous avez, ouais. Alors, vous dites, oui, bonjour, je suis étudiant aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Est-ce que Monsieur Cojol est là? Mais et attendant, le mec au standard des gueules, il dit, est-ce que Coco est là? Non, il est pas là. Et puis on vous raccroche, je fais des bon, donc je m'obstine un peu. Et puis un jour, on me dit, oui, Coco est là. Et on me le passe. Et Christian Cojol décroche et j'entends ouais. Je me dis putain, ça va recommencer, c'est horrible. Et puis je propose à Christian, je lui dis voilà, j'aimerais que je recommence mon histoire et ça l'intéresse. Elle me dit, ah ben oui, ça m'intéresse. Voilà, c'est défrayé, rémunéré. Et quand Christian vient, je le connais pas, je vais le chercher à la gare. Et puis, il donne un cours magistral sur la photo américaine des années 30, qui est tellement lumineux, tellement pertinent, tellement bien fait, que le directeur des Beaux-Arts, à la fin, le chope et lui dit, écoutez, vous viendrez tous les mois. Donc Christian devient prof, il vient une fois par mois au Beaux-Arts de Saint-Étienne. Donc comme j'ai investi un appartement assez grand et il loge chez moi. Enfin, on n'est pas amis, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis c'est un type super. Puis il raconte tout le temps plein d'histoires de photographes, de machin. Donc on passe quand il est là, on passe des soirées entre potes avec lui où il nous raconte plein de choses. Un jour, je l'appelle quand je suis à Paris. Je lui dis bah tu sais, j'ai du temps. Elle me dit ah viens déjeuner. Et finalement, de ce déjeuner, je resterai à Libé. Ouais, c'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire c'était Libé de cette époque-là, c'est-à-dire Au labo photo, du coup? Alors pas au labo photo parce qu'il n'y avait pas de labo photo à l'époque, mais Christian me dit alors d'abord il se rend compte que je sais que je connais le fonctionnement d'un quotidien. Donc là, mais bon, très bien. Et il me dit bon, écoute, je te prends. Il y a un premier truc à faire dans cette espèce de maelstrom qui était Libération, c'est mettre un peu d'ordre. Il me dit il faut reclasser les archives photos. Et il me donne 3 mois pour reclasser toutes les archives photos. Et là, c'est super formateur parce que là, je découvre des agences américaines, AP, Cosmos, etc. Et c'est comme une sorte de, je dirais, de stage de formation en accéléré. Et je débarque au service photo très vite, où ben voilà, je travaille avec Dominique de Chavannes, avec Claudine Doury, avec Sylvie Bouvier, avec Louis Mesplé, et je me retrouve dans une espèce de tourbillon inouï au service photo. Et moi, je garde toujours dans l'idée de toute façon de faire de la maquette de presse. D'accord. Donc avec Frédéric Gourcelas et Dominique Ronette, les deux DA du journal, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elles font, je refais des pages avec elles, enfin dire on et puis la maquette et la photo, c'était la bonne idée, hein, sont exactement sur le même bureau, dans le même espace. Donc on est tout le temps en dialogue. Et là c'est pareil. Moi je me forme à ça. Enfin je me forme. Je sors des Beaux-Arts. Je connais un certain.
pendant les Beaux-Arts, on a fait des faux journaux, on a fait plein de choses, on apprend la typo, on a appris, enfin, voilà. Donc c'est un univers que je connais aussi. Et puis il y a ce plaisir inouï et cette rencontre, mais qui finalement est dans la continuité, c'est de travailler avec des photographes. C'est-à-dire toute la journée, vous avez des photographes, moi au départ que je ne connais pas, que j'apprends à connaître, Pascal Delemueux, Xavier Lambourg, Gilles Favier, Munir Salgado, Depardon qui passe de temps en temps, Doisneau qui venait nous voir, me dire moi le jour où je vois Robert Doisneau, je suis comme un gamin, je dis il dit et si on déjeunait ensemble, oui. Donc voilà, c'est un formidable tourbillon et qui est génialissimement formateur. Et puis là, une fois de plus, que ce soit, je dirais, les photographes de l'AFP, les photographes du Progrès ou les photographes de l'IB, il y a à chaque fois quand les planches contact sortent, il y a un récit autour de la prise de vue. Il y a un hors cadre. Il y a une façon de recontextualiser les choses. On avait deux photographes formidables à l'IB, c'était Patrick Artignan et Jean-Claude Coutos. Et eux, quand on éditait avec eux, il y avait le choix se faisait par le récit par le récit sur les planches contact. Là, il se passait ça. Et on se dit, mais ça, c'est la bonne photo. Et on avait une raison de choisir cette photo-là parce qu'il y avait effectivement ce récit. Puis je dirais, il y avait cette forme de confiance de cette chaîne d'édition entre le photographe, le service photo, les chefs d'édition, la maquette, les monteurs. C'est-à-dire que même s'il fallait se battre pour la photo, pour avoir de la place, on pouvait avoir confiance que ce circuit-là irait jusqu'au bout et que les photographes et les lecteurs ne soient pas déçus par ce que l'on proposait. Donc il y avait quelque chose qui était engageant. C'était une forme Libération à cette époque-là. C'est un journal qui est dans la conquête. C'est-à-dire, tous les jours, ce journal vend plus que la veille. Donc les gens ils reçoivent une validation de leur travail tous les jours. Donc tous les jours, il faut qu'ils fassent mieux que la veille. Et il y en est dans cette conquête-là. C'est de ce point de vue-là que les choses sont formidables. Et puis on a à la tête de ce journal un type qui s'appelle Serge July, que l'on appelait Pépère, et qui défend la photo. Et c'est la volonté d'un patron de presse qui dit sans cesse à des journalistes qui n'aiment pas la photo. Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas la photo, c'est que la photo rentre en concurrence avec eux. Le texte. Et qui sont soucieux de ne pas être trop coupés, trop caviardés, et qui voient qui en ont du ressentiment souvent, c'est-à-dire dire la photo c'est un peu l'ennemi, ou alors enfin bon, et dans les arbitrages la photo gagnait. Julie expliquait ça au service politique que la photo ça comptait dans leur page. Et alors c'était amusant parce que les journalistes politiques qui était tout le temps en contact évidemment avec ce milieu politique, quand les députés, les ministres appelaient pour dire merci pour la parution, ou j'ai lu ci, j'ai lu ça, ils commençaient toujours en disant merci pour la photo. Merci de ce portrait, c'est marrant, je me suis jamais vu comme ça. Et ils venaient nous le dire. Et dire finalement bon, on n'y connaît rien en photo, mais on est félicité pour ça. Donc voilà, c'est pas mal, quoi. Tu restes combien de temps? J'y reste 7 ans. Et du coup, à ce poste-là, tu étais maquettiste? Non, je suis au service photo, et de temps en temps, on me dépêche pour des spéciaux. C'est-à-dire, pourquoi filmez-vous, pourquoi écrivez-vous. Donc là, je travaille plus vraiment sur la maquette, la création, la typo. Enfin, ce sont des produits
enfin, pardon de parler comme ça de produits, mais ce sont des annexes du quotidien qui donnent une plus grande liberté. Donc là, on travaille sur des équipes très réduites et là, on fait vraiment tout. Donc on a une forme de liberté de création que moi à chaque fois qu'il y avait un hors-série ou un truc, j'étais toujours candidat parce que je savais que j'avais encore des choses à apprendre. Claude Madjouri passait, on discutait avec lui de la charte typo que l'on allait installer. Enfin bon, donc tout ça m'intéressait. Alors j'étais associé sans être. Moi, j'ai jamais eu le rôle de à Libé, on ne se nommait pas. D'accord. Aujourd'hui, les iconographes, oui, tout le monde a son rôle, voilà, aujourd'hui les iconographes disent qu'ils sont rédacteurs ou rédactrices photo. On ne se nommait pas, mais on faisait. Donc voilà, on faisait. Et quand je pars de Libé, moi mes potes des Beaux-Arts sont arrivés à Paris et puis on commençait à travailler dans la pub ou dans des agences de com et j'intègre ça, c'est-à-dire je les rejoins et là on commence à travailler sur l'idée de se dire on va travailler pour des groupes de presse en leur proposant des nouvelles formules, des spéciaux. Il y a un vrai marché. Donc on s'empare de ce marché et ça marche instantanément. C'est-à-dire ça marche. On a tout de suite des clients qui sont Le Monde. Enfin dire voilà, il y a des groupes de presse, ou des petits groupes de presse, ou des moyens groupes de presse, ou des grands groupes de presse qui tout d'un coup cherchent des équipes pour l'Express par exemple. Au départ, nous confie des hors-séries très vite. Donc on est amené à monter des équipes autour de projets. Et puis de là, on va intégrer une plus grosse agence qui nous adopte, enfin qui s'appelle Influence, qui a un département presse, nouvelle formule, mais qui est beaucoup plus puissant que nous. Donc j'intègre cette agence-là. Et de cette agence-là, un jour, elle est vendue. Je pense que c'est un peu le début de la fin pour cette agence et de cela dit, j'ai le nez creux et j'intègre Télérama. Et qu'est-ce que tu fais chez eux à ce moment-là? Télérama, alors Télérama, le poste de chef de service photo n'existe pas. Et à un moment donné, la direction du journal se pose la question du coût de la photo. Combien coûte la photo dans Télérama, d'une part, et d'autre part, ne serait-il pas temps de monter en fait un service photo digne de ce nom, qui soit aussi le garant, je dirais entre guillemets, d'une forme de qualité et de vision des choses. Donc dire un peu par hasard, moi je n'étais pas intéressé par le poste au départ, mais ce qui m'intéresse, c'est de monter le service, c'est-à-dire que il y a tout à faire. Moi, je suis très bien installé. Je suis très bien dans mon activité de DA et de nouvelles formules, parce que ça me permet d'élargir mon champ d'action et de connaissances. C'est-à-dire, si tu travailles pour Gantz, c'est pas la même chose de travailler pour Match, et c'est pas encore la même chose de travailler pour les Échos ou pour le Figaro. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un panorama des cultures de presse qui sont différentes, qui m'intéressent. Et là, on est dans quelles années à peu près? Moi, j'arrive à Télérama en 96. Et quand je passe l'entretien d'embauche, moi j'ai dans l'idée que, j'ai une idée précise, c'est monter un service et puis finalement aussi d'impulser une action et de faire les choses bien, qu'elles soient bien dans certaines mesures, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que voilà. À l'entretien d'embauche, je dis à Pierre Bérard, qui était le directeur de la rédaction, je dis à Pierre Bérard, je montrerai voilà, ça m'intéresse parce que il y a vraiment un vrai travail de fond à faire. Mais quand ce travail de fond sera installé, je partirai. Il faut 3 ans pour le mettre en place, mais je partirai. Et puis, le jour où je monte voir Pierre Bérard pour lui dire que finalement
et ben voilà que les choses sont installées, parce que moi je garde vraiment dans l'idée de continuer à faire des nouvelles formules, d'être graphiste, voilà. Donc et quand je monte le voir en disant, vous savez, Pierre, de l'entretien d'embauche pour les 3 ans, et il me dit, oh non non non. Il bégayait un peu, Pierre Bérard, et il me dit, vous prenez 6 mois de vacances tout de suite et on en reparle après. Et je dis non, voilà, les choses sont installées, et, et, et Télérama, c'est aussi l'occasion de travailler avec d'autres photographes, d'autres visions des choses, des portraitistes. Enfin voilà, là une fois de plus, le champ des possibles photographiques, est à portée de main. Donc il y a plein de photographes que je ne connaissais pas du temps de Libération, ou du temps où je travaillais dans mon studio de création, ou chez Influence. Et là, je découvre encore une nouvelle génération de photographes. Donc, ça m'intéresse d'autant plus. Franck Courtès, Patrick Zwirk, enfin bon, voilà. Donc là, les choses sont aussi intéressantes. Et puis après, il faut gérer, je veux dire, à la fois un service et une enveloppe financière. Donc voilà, comment on gère ça? C'est-à-dire, on est vraiment aux manettes, et comment on gère ça? Comment on gère une politique de photos en couverture? Oui, la tétée sur tous les aspects, quoi. Voilà, comment on travaille. Alors moi, j'aimais beaucoup travailler avec les 2DA, parce que on était alter ego. Les éléments de langage nous étaient communs, donc on pouvait travailler de façon très 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 simple. On se disait tel truc, moi je faisais ou Serge, ou on faisait un ref, on se disait tiens, on peut faire le truc comme ça. La direction de Télérama avait quand même beaucoup de moyens, donc elle voulait des résultats très très finalisés pour pouvoir choisir librement. Donc on avait des budgets pour se dire, là on fait une séance photo importante qui va durer une matinée ou une partie de la journée, mais on va aussi travailler une couve typo, et on va travailler une couve d'illustrateur, et on pouvait proposer à la direction du journal plusieurs propositions très finalisées. Et ils pouvaient donc choisir, je dirais, ce qui leur paraissait être le plus opportun, le plus vendeur, le plus voilà. Donc moi je me souviens d'avoir milité pour faire une couve avec un musicien que j'adore, qui s'appelle Robert Wyatt, d'avoir fait des pieds et des mains pour que la couve aille jusqu'au bout. On fait une couve avec Robert Wyatt, j'étais tellement tellement fier, et je croise Pierre Bérard qui me dit, plus jamais. C'est la plus mauvaise vente de l'année. C'est pas grave. Voilà, donc c'était aussi c'est sûr que ce genre de... Les secrets de succès de couverture sont pas toujours les mêmes que ceux que les équipes apprécient. Absolument. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas, mais ça, c'est un mystère. Mais bon, Robert Wyatt, c'était pas évidemment, c'est un monsieur barbu, âgé, pas très, voilà, c'est pas trop sexy, quoi. Mais bon, qui a une œuvre musicale tellement incroyable. Bon, voilà, c'est aussi d'une certaine mesure de faire passer ses convictions, ou ses coups de cœur, ou ses enthousiasmes, ou ses passions, dans le fond. On peut y arriver, donc ça reste vivant, quoi. Donc voilà. Et puis mais c'est un peu long tout ça. Et puis après je suis reparti freelance. J'ai retrouvé une forme d'indépendance où je travaillais avec des grosses agences qui me confiaient des budgets, et je montais des équipes autour de moi. C'est-à-dire on pouvait se présenter, une agence pouvait se présenter parce qu'elle avait une puissance financière pour pouvoir se présenter sur un marché, mais le boulot était fait derrière le rideau. Et si on gagnait le budget, après on répartissait un petit peu, je dirais, les choses, et moi ça me laissait la liberté après de pouvoir travailler avec une équipe que je montais moi-même sur des projets précis, et puis voilà, d'avancer, de pouvoir faire soit seul, soit avec
3 personnes, soit avec 10, même t'es arrivé de monter des fois des équipes de 15 personnes sur un seul projet, mais en étant, je dirais, très agile, sans monter une boîte. Sans avoir des locaux, des choses comme ça, et donc de pouvoir avoir la liberté, une fois de plus, de passer d'un groupe de presse à une institution, d'une institution à une entreprise du CAC 40, de revenir sur un groupe de presse, de travailler pour des studios de création comme Rampazzo ou Nathalie Belloc, de repartir, d'aller, de venir, et d'être tout le temps dans un mouvement de projet, de boulot à faire, et puis d'une économie qui était plutôt intéressante, quoi. Donc moi j'étais tout à fait heureux. Très entrepreneurial en fait. Très libre. Très libre. Oui, très libre. C'est-à-dire que passer d'un lancer projet à un des autre. projets. Oui, passer d'un projet à un autre, d'avoir la curiosité de nouvelles problématiques. Créer un magazine féminin, c'est pas la même chose que de faire une nouvelle formule pour un hebdomadaire, et c'est pas la même chose que de créer des pages éco dans un quotidien qui veut relifter ses pages éco. Donc les problématiques sont toutes différentes, et c'est ce qui m'intéressait, c'est d'aborder tout ça, quoi. Et en 2020, tu crées Like. J'aimerais qu'on parle du début et du pourquoi, et pour comprendre comment il se positionne dans l'écosystème de la presse, et des enjeux aussi que tu vis. Alors moi je pense que c'est à un moment donné c'est consubstantiel au parcours. Je rassemble un peu sans trop le savoir, en fait, je rassemble toutes mes acquisitions. Tout ce que j'ai entendu, tout ce qui a nourri ce que je pense sur la presse, sur le métier. Je peux le rassembler sur quelque chose où je reviens finalement presque au début sur les récits des photographes. Et moi, ça me travaille. C'est-à-dire pourquoi les photographes ne sont pas relayés, pourquoi ils ne sont pas il y a d'abord photographe c'est difficile, les photographes sont intelligents, les photographes quand ils reviennent, que ce soit un portrait, du documentaire, il y a un récit qui est un récit, mais qui est linéaire, qui est cohérent, qui est intéressant, et puis surtout qui est inattaquable. C'est-à-dire vous avez une remontée du terrain, quel que soit le terrain, vous avez une remontée du terrain, moi qui m'intéresse, qui donne de l'information. Et moi, je pense que j'étais finalement aussi arrivé au bout de toutes ces curiosités diverses et variées, puis finalement très désordonnées. J'ai voulu justement dans cette espèce de désordre, me recentrer sur quelque chose. Et puis alors, c'est je voulais vérifier si tous les conseils que j'avais donnés à des patrons de presse, des rédacteurs en chef, des journalistes sur la pertinence de la maquette, de la photo, etc., je me suis dit, si je me l'applique à moi-même, est-ce que, dans le fond, je vais pouvoir vérifier, valider si ma vie est une erreur ou pas? Et c'est sur cette idée-là, je me suis dit, je vais le faire par moi-même et je vais l'expérimenter. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'est que entre le lecteur et puis le travail que je pouvais produire, il y avait toujours un intermédiaire, un groupe de presse, un client, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de me confronter directement à un lecteur. Dire voilà, qu'est-ce que c'est de se confronter à un lecteur, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de nouveau, en partant du principe que la photo ça m'intéressait, que je pensais que je n'étais pas vraiment dans le journalisme, que comment écrire, comment donner du récit, de la forme aux entretiens que l'on pouvait mener avec des photographes, comment on pouvait le mettre en forme et comment on pouvait intéresser un lectorat, un lectorat supposé, qui puisse à la fois aimer la photo
et aimer la lecture. C'est pour ça que le format de Like, c'est une revue et c'est pas un magazine. C'est-à-dire, moi j'ai envie de laisser de la place au récit des photographes, qu'ils puissent aller au bout de leurs propos et qu'on puisse les retranscrire, les retravailler pour que ce soit une lecture plaisante, une découverte, un moment de détente, et puis presque entre guillemets, faire vivre un récit photographique face à des récits ou des entretiens ou des portraits qui fassent, qui où le lecteur revisite les photos qui sont publiées avec finalement une autre approche. Et donc voilà, mais j'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait d'études de lectorat, j'ai pas fait d'études de prix, j'ai pas fait tout ça. Mais tu l'avais déjà en tête. Il y avait aussi une carrière derrière et oui. Le fait d'avoir d'avoir fait un trimestriel et pas un quotidien, le fait d'avoir fait ce format plus petit qu'un grand format et puis en même temps qui est épais, tout était, je pense, réfléchi. Effectivement, il y avait peut-être pas de business plan dans un Excel, mais moi, je l'ai décidé dans une forme d'élan. Et d'ailleurs, le matin, des fois, je me lève le matin, je bois le café, je fume une cigarette et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Et en même temps, à partir du numéro 1, moi j'avais encore des clients, etc. Et quand il a fallu choisir entre mettre en route un numéro 2 et avoir des clients, et ben quand mes clients m'ont rappelé, et ben je leur ai dit non. Dire tout d'un coup, moi j'ai vu ma ressource économique complètement chuter, mais c'était trop tard. Le coup était parti, fallait aller au bout. Et puis alors là, alors moi j'ai pas tellement de mérite. Hein. Moi ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui l'outil informatique par exemple. Pour peu qu'on sache un petit peu s'en servir, vous fait gagner énormément de temps. Que aujourd'hui les imprimeurs, la relation avec un imprimeur n'est pas celle que j'avais connue il y a 25 ans, c'est-à-dire que vous avez un véritable accompagnement, du vrai conseil. Vous êtes en sécurité aujourd'hui avec un imprimeur. Il vous raconte peu. Moi, je me souviens d'être allé dans des calages il y a des années. Les types vous racontaient, disaient bon. On vous invite à déjeuner. Et puis c'est en gros le travail se commençait et finissait au déjeuner. Les chefs de machine ne nous parlaient pas. Quand on avait une demande, c'était toute une affaire. Aujourd'hui, vous allez sur un calage. Je vais systématiquement au calage de la revue chez Chira à côté de Roanne. Les chefs de machine, ils ont la chromie dans le sang, quoi. Voilà, et ils ont des machines qui sont, voilà, tout cet environnement technique aujourd'hui permet aussi de pouvoir sortir une revue, je veux dire dans de bonnes conditions, dans un prix de revient qui est acceptable, et le fait de travailler avec une équipe très réduite, puis finalement on est deux avec une chef d'édition qui elle, alors là, fait un boulot absolument dément parce qu'elle reprend tous les textes, tous les papiers. Elle fait en sorte que, d'abord, qu'il n'y ait pas de faute, que la syntaxe soit impeccable, que des mots. Moi, j'ai tendance un peu à répéter, d'avoir toujours un peu les mêmes tournures de phrases. Elle fait en sorte que si j'ai utilisé le mot formidable en page 8, si en page 132 j'ai utilisé le mot formidable, elle va le supprimer et mettre un synonyme, quoi. Dire ça va quand même très très loin, et ça amène ça amène je pense une forme de qualité. Et tout ça, on peut le faire aujourd'hui. Dans une économie réduite, avec peu de personnes, pourvu qu'elle sache explorer ces champs techniques sans être non plus des virtuoses de ça, et puis d'avoir
aussi en prise directe des photographes qui sont toujours, je dirais, aptes à donner du temps pour des entretiens, à être attentifs et accompagnants dans ce que l'on écrit. Nous, on fait tout relire. On fait systématiquement relire parce que c'est en ça que nous ne sommes pas dans le journalisme. Euh, euh, que les photographes puissent reprendre leurs propos, lire leurs propos, les valider, nous paraît être la moindre des choses. Dire dans un magazine, dans un journal, on fait jamais relire. Voilà, nous on le fait. Alors à 90%, c'est Oui, il y a pas de sujet. il y a pas il y a quelques-uns sont plus compliqués, faut y accorder du temps, mais tout ça est jouable. Donc voilà. Donc l'idée c'était pour résumer ce très très long préambule, c'était de donner la parole au photographe, de la restituer et de proposer aux lecteurs et aux lectrices des temps de lecture ou des tonalités différentes entre un entretien, un récit, un portrait, un verbatim, c'est-à-dire d'utiliser toutes les armes possibles éditorialement parlant pour que la lecture soit une lecture voilà simple, apaisante, rigolote et informative et que sais-je encore quoi. Et les comment dire, le business model, c'est de la vente au numéro ou c'est de l'abonnement où il y a un peu de publicité? Comment ça s'organise? Alors oui, effectivement, il y a moins de dépenses parce que vous êtes deux, mais voilà, on est plutôt sur des abonnements annuels ou sur du numéro. Alors quand on fait partie d'une rédaction, et ça se vérifie encore aujourd'hui, tout ce qui est aspect commercial, pub, abonnement, les rédactions, je dirais, en sont protégées. Elles ne savent pas ce qui se passe. Non, et je dirais très très loin. Et je dirais même à l'inverse, les journalistes méprisent un peu ça. Dire quoi, du commerce, quoi, il y a de la publicité, bref. Et donc c'est vrai que moi j'étais comme tout le monde, j'étais assez peu au fait du travail colossal que ça demande. C'est-à-dire gérer des abonnements, monter une boutique en ligne, inciter, trouver les éléments de langage qui sont proches du marketing, mais qui ne doivent pas non plus être c'est pas non plus d'arty quoi hein. Donc tout ça il a fallu l'apprendre. Alors moi je fais un truc simple hein. Je copie. Alors ça porte un nom maintenant, ça s'appelle le benchmark. Donc est-ce que tu as fait un benchmark du machin? Le benchmark c'est on copie quoi. Donc je me suis intéressé de près à comment alors j'étais un petit je connaissais un peu déjà hein, mais les éléments de langage par exemple comment se les réapproprier et les transformer sur un produit culturel. Donc ça s'acquiert, ça s'apprend. Alors je pense que pendant un an j'ai bien balbutié, je me suis beaucoup trompé et voilà, on apprend de ses erreurs et petit à petit je dirais un langage qui était propre à la revue est apparu. Les newsletters, il a fallu monter des fichiers. C'est du temps. Répondre aux abonnés qui vous écrivent, faut leur répondre. Donc tout ça est devenu aussi un vrai temps un vrai temps passé. Et moi c'est super. Hein, c'est-à-dire, tous les matins, je me lève, la première chose, je sais que je vais passer, entre 20 minutes et 3/4 d'heure à répondre aux lecteurs. Pour 1000 choses. La revue est pas arrivée, ou elle est arrivée chez le voisin, ou j'ai remarqué que dans tel papier vous parlez de telle chose, mais vous avez oublié tel truc. Voilà. Donc c'est super d'avoir aussi des retours. Génial. Moi j'adore. Donc voilà, on répond, hein, autant faire se peut. Et tout ça s'acquiert. Donc le modèle économique
auquel je n'avais pas pensé, enfin, je veux dire, j'avais pas de modèle économique. Hein, je veux dire, bon, c'est principalement la boutique en ligne, la demande, l'incitation à l'abonnement, qui marche très bien. Et puis après, alors c'est un truc, moi ça m'amuse énormément, c'est faire de la promo. Alors je devrais pas le faire. Donc tout d'un coup tu te dis bah tiens je vais faire de la promo et tu inventes un truc où tu dis pendant 3 jours on vous propose ci ou ça. Enfin bon voilà donc Bien sûr. et donc c'est amusant à faire et puis surtout c'est vous êtes dire que tous les jours, vous avez des gens qui s'inscrivent sur la newsletter. Tous les jours, il y a des gens qui visitent le site. Et vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas actif, c'est-à-dire si vous n'êtes pas présent quotidiennement, votre chiffre d'abonnement et de vente, chute. Donc il faut être sans cesse, faut emmerder les gens. Moi, je disais, oui, on pense qu'on les emmerde, mais en fait non. Ben voilà. Je me rends compte que finalement on donne de l'information, on dit et alors moi j'apprends plein de choses, se dire envoyer une newsletter à 17h, c'est pas la même tonalité que l'envoyer à 8h du matin. On parle pas de la même chose, c'est un autre moment dans la journée, donc faut s'adapter à ça. Donc tout ça je dirais ça donne des choses un peu faut être créatif. Dire faut inventer des choses, voilà. Donc tout d'un coup les choses commencent à fonctionner petit à petit. C'est un process qui est lent. Faut être visible. Faudrait être plutôt à Paris qu'en région. Il y a plein de choses encore à faire. Et moi j'ai découvert alors un truc que j'adore, c'est table de vente. C'est-à-dire être en face, d'essayer de se greffer dans un salon, un machin, un truc qui est pas tout à fait prévu pour ça, d'avoir un petit coin, et puis de proposer la revue aux gens qui passent. Et c'est là où je me rends compte que le travail à effectuer encore, il est énorme, parce que les gens qui viennent dans des expos où il y a une table de vente, où il y a donc ils ont une appétence pour la photo. Donc, et puis ils arrivent, et puis ils disent, on connaît pas. On se dit, c'est bon signe, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc un contact avec, donc ça fait partie. Alors puisqu'on parle de business model, aujourd'hui, je pense que la table de vente, ce contact direct, est aujourd'hui le principal moteur de notre du développement de la revue, ce qui fait que j'ai dû acheter une autre voiture, que j'ai un grand coffre et que je me balade comme ça avec mon ordi, mon kit de survie, et puis je me suis les revues et des revues, et je suis tel jour à Clermont-Ferrand, la semaine d'après je serai peut-être à Carcassonne, la semaine d'après je serai au salon du livre de je sais pas où, donc tout en continuant à écrire le matin, à envoyer les choses, les articles à Nathalie qui est toujours à fond. Oui, qui est toujours à fond, qui ne se dément pas, et hop, et puis voilà, donc et on est toujours sans non plus sans non plus se mettre la rate au courbouillon en ayant des journées de 15 heures. C'est un rouleau compresseur qui n'arrête jamais, qui n'a pas une vitesse inouïe, mais qui fait que tous les 3 mois, à la date donnée, on est prêt. Donc ça, c'est top. Ouais, c'est un travail de fond, mais d'avancer sur tous les sujets, quoi. Voilà, donc vous avez répondre au lecteur, faire la newsletter, écrire un papier. Alors écrire un papier, ça veut dire réécouter la bande, en extraire les choses qui vous intéressent, en écrire une première version. Oui, écrire la bande, parce que ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que tous tes entretiens avec des photographes sont enregistrés, enfin le son de l'entretien, et qu'après tu réécoutes.
pour être sûr que les mots que tu vas employer sont justes ou en tout cas sont les bons et que voilà qu'il n'y a pas le temps qui est passé ou une interprétation qu'on peut tous avoir. Je pense que c'est très important d'être juste parce que on est dans la restitution d'une parole. Donc il faut que cette parole elle a une tonalité, il faut la respecter. Donc faut donner les mots justes et les bonnes expressions. Moi je veux dire les photographes souvent ont des punchlines incroyables quoi. Donc ça ça nourrit les articles et donc faut le respecter, être le plus proche de leurs propos, de leurs intentions, de leurs paroles. Et je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir tes conseils pour des photographes qui souhaitent peut-être être publiés dans Like ou en tout cas avoir des conseils sur comment est-ce qu'on fait pour aborder un professionnel comme toi. Quelles sont un peu les bonnes pratiques. Est-ce que toi c'est des photographes que tu connais depuis longtemps? Est-ce que c'est des gens qui viennent te parler directement? Quelles sont un peu les bonnes pratiques avec toi, ta façon de faire? Alors d'une part, toujours dans ces apprentissages, je suis pas expert en photo. Moi, ce que j'aime avant tout sont les photos, c'est le contact avec les photographes. Je suis pas vraiment expert en photo, mais ça me permet de m'intéresser à le spectre de la photo aujourd'hui. Il est énorme. La photo plasticienne, on a une proposition, une offre qui est quand même incroyable. Et il y avait là une fois de plus des choses en photo que je ne connaissais pas du tout. Donc proposer une revue qui parle de photos, c'est aussi proposer toutes les photos possibles, tous les genres. Donc, moi, je commençais à m'intéresser un peu à ce qu'il y a en galerie, aux propositions qui sont dans les festivals, aux livres photos qui sont édités. Il y a presque 50 maisons d'édition photo en France, donc avec une production qui est d'une richesse absolument incroyable. Donc moi j'ai commencé vraiment à me former, à m'y intéresser, à rencontrer des photographes qui ont des pratiques qui m'étaient complètement inconnues, et puis là de les restituer de nouveau. C'est-à-dire si on m'explique bien des choses que je ne comprends pas, je peux les restituer de façon de façon claire. Alors ça m'intéresse moi j'ai deux exemples qui m'ont c'est Alice Palot et Marine Lanier. Moi quand je vois le travail d'Alice Palot, je regarde sur les murs et tu l'as vu où son travail? Je l'ai vu. Où est-ce que je l'avais vu? Je l'avais vu à Niort. À Niort. Non, même avant. Je l'avais vu en. Oh, je sais plus. Enfin bon, c'est pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on me donne à voir? Qu'est-ce qu'on me donne à voir? Je ne comprends rien. Et en même temps, je me remarque qu'Alice Palot, elle est exposée un peu de partout, donc ça m'intrigue. Je me dis, mais pourquoi? Donc, je prends mon billet de train, je vais la voir à Bruxelles, et puis là, je tombe sur une jeune femme qui a un discours qui est hyper articulé, hyper intelligent, qui raconte exactement ce que je vois. Tout d'un coup, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça implique. Je sais à la fois c'est une alerte graphique belle, et à la fois c'est une alerte tout court. Et donc tout d'un coup, moi ça m'intéresse quoi. Donc voilà, je publie Alice Palot et je publie. C'est un peu prétentieux de dire ça. On fait l'entretien et comme il y a que de l'intelligence et comme c'est pertinent, et évidemment c'est apte à être publié et à être diffusé.
Et c'est la même chose pour Marine Lanier. Marine Lanier, elle photographie des plantes sur un fond comme ça, qu'elle retravaille au labo. C'est très sophistiqué, etc. Je comprenais rien à ça. Je disais, mais pourquoi? Et ben vous vous baladez avec elle en forêt, pas très longtemps, hein, le temps de rejoindre sa maison, et tout d'un coup, elle vous fait le panorama là on marche sur telle plante, là c'est telle plante qui ne devrait pas être là. Là il y a une connaissance de la botanique qui est bien au-delà de la moyenne. Et puis là c'est pareil, sur cette connaissance-là, elle articule une pensée avec un résultat, et tout. Et là ça m'intéresse parce que c'est une nouvelle génération de photographes. Ce sont d'autres formes de narration photographique, et et qui sont, je dirais, dans le proposé par une génération qui n'est pas la mienne, et que je trouve plus qu'intéressante, pertinente, impliquée, et je dirais presque rassurante, quoi. Et dans les deux cas, Marine et Alice, c'est toi qui es allé vers elles. Oui, parce que ça m'intriguait. Donc voilà. Alors aussi, toutes les deux, elles ont une actualité. Dire Marine Lanier, elle était à Arles, et Alice Palot était à Perrochon. Donc moi, je pense que aussi dans la mission, enfin la mission, dans la dans le cadre de la revue, c'est intéressant que nos lecteurs puissent se faire une opinion par eux-mêmes et être alertés, voilà, c'est-à-dire qu'il y ait une continuité. Donc, ça c'est venu petit à petit, c'est-à-dire que notre critère de sélection, si j'ose dire, c'est aussi en partie pour donner un coup de projecteur à un événement qui concerne un photographe. Ça peut être une expo, ça peut être un livre, pour lequel le photographe engage quand même beaucoup de choses. Donc il y a une forme d'actualité, mais aussi c'est le respect de cet engagement quand on a travaillé 4 ans sur le projet d'un livre, qu'il arrive à l'impression et à la diffusion, et que le livre est bien, ça vaut le coup effectivement d'honorer cet engagement, et de le publier aussi dans la revue. Mais ça ne m'empêche pas d'aller vers des photographes qui m'écrivent, qui nous envoient des PDF, et je classe tout. Et après, quand je commence à monter un sommaire, je souhaite que les lecteurs puissent voilà, avoir un panorama assez large de ce qui se pratique dans toutes les générations. Alors ça part de photographes qui ont 22 ans jusque là, on a fait le doyen de la profession, 95 ans, Russ Melcher. Voilà, que les gens puissent y trouver des choses qui parlent à leur génération, qui parlent à la génération de leurs enfants, ou qui parlent à leur génération tout court. Voilà, qu'est-ce que ce soit. Donc oui, il y a je dirais une sorte de protocole pour être publié. De plus en plus, moi, je m'appuie maintenant sur les livres photos, ça m'enthousiasme, ce que je vois en proposition de livres, et je sais le travail et l'investissement qu'il y a eu pour arriver au bout de ça. Donc oui, de plus en plus, moi je souhaite que la revue accompagne des sorties de livres photos. Mais là, pareil, j'ai pas d'exclusive. Ça peut être de l'auto-édition, de l'éditeur qui sort un livre par an, de l'éditeur très installé, de la Martinière, ou voilà, c'est pourvu que ça m'intéresse. Oui, ta liberté te permet de pouvoir faire les choix
que tu souhaites. Ma dernière question est, est-ce que tu aurais, on pourrait parler pendant des heures, il y aurait plein de sujets passionnants, mais est-ce que tu aurais des conseils, hein? Moi, j'aime bien souvent essayer d'être assez pratique pour que les personnes qui l'écoutent puissent aussi vraiment s'imprégner de la discussion et puis pouvoir appliquer des choses dans leur vie. Pour des personnes qui souhaitent créer une revue comme la tienne, ou qui souhaitent créer un média, ou quels sont toi un peu les conseils que tu pourrais donner? Alors, d'abord, moi je pense qu'aujourd'hui que c'est possible. C'est possible parce que de toute façon aujourd'hui nous sommes tous des médias en puissance. À partir du moment où on a un compte Facebook ou un compte Instagram, nous sommes déjà des médias chacun de nous. Donc ça c'est on a déjà cette amorce là. Si on commence effectivement à s'intéresser par exemple aux réseaux sociaux, eh ben on va commencer à s'adresser aux autres. Donc on va se poser la question de comment on s'adresse aux autres. On s'adresse aux autres parce qu'on a quelque chose à dire, ou du moins quelque chose à transmettre. Donc il y a cette première question qui je pense que voilà, on a cette flamme là où on ne l'a pas. Si on a cette envie irrépressible effectivement de parler aux autres et de parler des autres, aujourd'hui on a plein de possibilités. Là, on est sur un média radio. On peut avoir un média YouTube. On peut avoir un média TikTok. On peut avoir un support papier. On peut avoir une newsletter. On peut avoir dire les offres techniques sont multiples et variées. Après, je pense qu'il faut le faire selon ses savoir-faire, selon ses compétences, et peut-être aussi avoir le goût des acquisitions. Moi, je pense que tout est possible. Il faut pas avoir peur de copier. On s'en fout. C'est pas non, parce que copier finalement, c'est créer une base, et on va se rendre compte tout de suite que finalement on va s'en extirper de cette, et on va créer notre propre base. Regardez ce que font les autres, s'en inspirer, se donner les quelques rudiments techniques possibles, parce que voilà, mais ce qui est génial aujourd'hui, moi je suis pas un virtuose de Photoshop. Bon, je suis pas un virtuose. Quand j'ai un truc un peu, je fais un truc, je tape tuto, Photoshop, calque, je sais pas quoi, et j'ai la réponse. Donc l'accessibilité aux techniques aujourd'hui, elle est à portée de main, elle est facile. Donc si on veut progresser, on a un champ de possibilités qui est inouï. Après, dire le conseil, c'est, moi je dirais dans une certaine mesure, c'est deux choses. Je pense qu'il faut être curieux, tous les jours curieux, et puis il faut être généreux. Et si vous avez ces deux choses-là en vous, le reste, si c'est pas terrible au début, ce n'est pas grave. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Et à un moment donné, vous passez je pense que vous passez des caps, et vous le savez que vous passez des caps, vous le comprenez parce que les gens viennent à vous. À un moment donné, vous commencez à utiliser des éléments de langage où vous avez mieux réfléchi aux choses, et le retour, il est immédiat. C'est-à-dire, vous l'avez, le retour. Cette générosité. Ouais. Donc de ce point de vue-là, moi je dirais, quel que soit votre âge, vos champs de compétences, si vous avez des envies, faites-le. Si vous pensez que vous êtes qu'il vous manque des choses, vous avez plein d'outils qui sont possibles. Et puis aujourd'hui, moi je vois aussi, par exemple, vous avez des workshops, vous avez des stages, vous avez des ateliers d'écriture. Toutes ces choses-là,
voilà, elles existent. Il suffit de s'en emparer. Le projet ensuite arrive. Je regardais ce matin, il y a un groupe de photographes qui fait le tour de France avec une revue qui s'appelle L'Invendable. Mais moi, je trouve déjà l'idée absolument géniale. Mais voilà, je pense qu'au départ, il n'était pas totalement sûr d'être tout à fait compétent et apte à créer un support papier. Et ben finalement le truc tient la route. Ça s'appelle L'Invendable, donc ça se vend. Voilà, donc il y a ces tentatives là. Moi je leur sais gré de les mettre à jour, parce que ça plus on est nombreux et plus on est je dirais dans cette envie de parler de photographes et de photos, et ben plus on élargit, je dirais, le champ de la curiosité des lecteurs possibles. Et ça c'est génial, quoi. Eh ben merci Jean-Jacques. Du coup, le prochain numéro sort en janvier. Alors, le prochain numéro, nous pensions le sortir en décembre, mais alors, je fais une parenthèse, hein. Nous a pris l'idée de lancer un hors-série qui est la compilation, le best-of de papiers déjà parus, surtout dans des numéros qui sont épuisés. Et alors là, on l'a très mal évalué. On pensait que finalement on ferait un peu entre guillemets un copier-coller, et puis finalement ça n'a pas été du tout un copier-coller. On s'est mis à l'arrêt au courbillon, on a amélioré les choses, ça nous a demandé finalement énormément de travail. Et puis là on se rend compte que on veut que ce hors-série soit très présent en librairie, donc il faut qu'on s'en occupe. Donc voilà, donc ça nous prend beaucoup de temps. Donc du coup on a décalé le numéro 19 en janvier, pour d'une part accompagner ce hors-série le mieux possible, et puis ensuite travailler sur le numéro 19 sans non plus être dans une ambiance d'urgence ou de charrette. On se demande à nous-mêmes les choses. Donc moi j'ai une règle dans la vie, mais simple, c'est à 18h j'arrête. À 18h, j'arrête. J'aime cette règle. Voilà. Donc, ce sera en janvier, ce sera très bien en janvier. De toute façon, on s'était dit que cet épisode sera mis en ligne en janvier. Là, on se parle au mois de novembre, mais cet épisode sera en janvier. Donc, normalement, quand vous entendrez cet épisode, vous pourrez aller sur le site de LAC et découvrir le prochain numéro. Merci Jean-Jacques. Merci à vous, merci Marine, merci jeune homme. À bientôt. Eh ben, j'espère. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, des recommandations de lecture ou d'exposition de conférences, et même parfois des cadeaux. Pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Aussi, je suis chargée de projets éditoriaux, et si vous souhaitez que l'on travaille ensemble sur des projets d'édition, je serai ravie de continuer la discussion. Vous savez où me trouver. À très bientôt.